Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Alors pour celles que je n'ai pas vues, même si nous sommes au mois de février, mais c'est la dernière fois que je le dis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021. Nous n'aurons pas de mal à ce que cette année 2021 soit meilleure que l'année 2020. Bien évidemment, je remercie Claire Musacabouche d'être à mes côtés aujourd'hui. Je remercie aussi le président du CASDIS ainsi que le contrôleur général Béraud qui nous ont rejoints et qui, au quotidien, nous donnent un coup de main significatif dans la gestion, aux côtés de l'ARS, de cette épidémie. Comme vous le savez, depuis les vacances de Noël, l'épidémie a repris, malheureusement, un cycle à la hausse, avec un taux d'incidence à la date d'hier de 115. Et 11 personnes aujourd'hui sont en réanimation, dont 2 Evassan, mais surtout 95 malades du Covid sont hospitalisés en conventionnel, ce qui absorbe aujourd'hui une part accrue des victimes du Covid. Nous ne sommes pas sur les taux atteints en octobre et novembre de l'année dernière, pour autant une vigilance accrue est de mise, car notamment nous avons une circulation active du variant anglais, avec des taux d'incidence très forts sur certains territoires, comme par exemple Ploërmel, qui stagne sur un taux très élevé pour le territoire, qui frise parfois les 400 et qui hier était à 350. Et que ça dure surtout. On aurait pu imaginer que c'était un pic d'une journée ou de 2 journées, non. Ça fait plusieurs jours, on attaque la 2e semaine, où à Ploërmel, communauté, nous avons sur l'ensemble de cette intercommunalité un taux d'incidence largement supérieur à 300. À Loust, de Loust à Brocéliande, pareil, nous avons un taux d'incidence qui est au moins équivalent à 250, ainsi qu'à Pontivy, qui a chuté par rapport à ce que le taux d'incidence d'il y a un mois, mais pour autant Pontivy stagne sur un taux d'environ 150. La période des vacances de février a débuté ce week-end pour 4 semaines avec le flux de population qui va suivre, bien évidemment. Le gouvernement ne souhaite pas confiner la population et c'est pourquoi nous prenons, les uns et les autres, toutes les mesures nécessaires, incitatives notamment, pour que le Covid ne se diffuse pas. C'est pourquoi, vendredi dernier, j'ai pris un arrêté préfectoral qui conduit à ce que le port du masque soit obligatoire sur l'ensemble des agglomérations, l'ensemble des collectivités du Morbihan, pour éviter non pas que les touristes viennent avec leurs valises et nous visiter avec le Covid, non, c'est pour protéger les uns et les autres. Vous voyez bien que ce ne sont pas les touristes qui ont amené le Covid dans la région de Ploërmel, puisque depuis les vacances, c'est bien longtemps que le virus aurait disparu si on avait pu le traiter et le circonscrire. Donc, il faut aujourd'hui prendre l'intégralité des mesures édictées, être extrêmement rigoureux, tant sur le respect des horaires du couvre-feu que sur le port du masque, le lavage des mains, etc. Comme vous le savez également, depuis ce matin, le masque à l'école doit être un masque chirurgical, d'accord, en évitant les masques fabriqués par papa et maman, qui souvent d'ailleurs est un peu humoristique, de façon à ce que nous soyons certains que les masques utilisés par les enfants soient efficaces pour le contrôle de cette propagation du virus. L'effort collectif est donc conséquent, il est important, il est primordial, et nous avons donc mis en place de nombreux contrôles qui visent d'abord à prévenir, à accompagner le mouvement, notamment sur la mise en œuvre du couvre-feu à compter de 18h, comme vous le savez. Le contrôle des bars et restaurants, parce qu'il ne s'agit pas de laisser quelques-uns, par une attitude individuelle, réduire à néant le travail collectif, le respect de l'ensemble des mesures. Et donc, même si nous comprenons, je le dis bien, nous comprenons l'agacement, l'usure, la fatigue de certains commerçants, de certains gestionnaires de bars, il n'est pas pour nous imaginable de laisser ça et là quelques initiatives individuelles réduire à néant les efforts collectifs.
Le contrôle des magasins également, pour lequel, je rappelle, il y a une jauge de 1 passant ou acheteur pour 10 mètres carrés. Cette mesure est une mesure nationale. Nous mettons tout en œuvre au niveau local pour que le respect de ces mesures nationales soit strict, rigoureux, et même si effectivement ça a un impact sur la vie économique de cet établissement, bien évidemment, et sur l'équilibre de leur personnel qui souffre, bien évidemment. Ces mesures coercitives sont nécessaires, en particulier au nom de l'égalité de traitement, justement attendue par nos concitoyens. Nous ne pouvons pas laisser quelques-uns qui refusent de respecter les règles communes mettre en danger la santé de tous. Pour autant, l'essentiel n'est pas la coercition, mais l'engagement collectif dont font preuve les Morbihanaises et les Morbihanais depuis le début de la crise. Je veux saluer devant vous cet élan collectif qui fait que le département du Morbihan, comme les 4 départements bretons, font que depuis longtemps, nous sommes quasiment ceux qui avons le taux d'incidence le plus bas, même si, malheureusement, nous connaissons, comme partout en France, une hausse très significative de ce taux d'incidence. Je reconnais, et je connais aussi parfois cette lassitude qui touche chacun des foyers, chacune des Morbihanaises et chacun des Morbihanais, mais ce sont nos efforts au quotidien pour respecter les mesures sanitaires qui nous permettront d'éviter un confinement qui n'est pas une solution souhaitable, même si elle reste malheureusement possible, envisageable. Voilà pour ce point succinct. Je vais laisser la parole à Claire, notre directrice départementale de l'ARS, pour vous compléter ce petit point sur la situation sanitaire avant de vous parler de la vaccination. Claire, c'est à vous. Bonjour, sans vous paraphraser, puisque vous avez dit l'essentiel, vous dire en effet que le taux d'incidence dans le Morbihan, même s'il est 2 fois inférieur au taux d'incidence national, est le second le plus élevé en région Bretagne, derrière l'Ille-et-Vilaine, et on constate une augmentation des clusters importants dans les établissements de santé. Et on constate de nouveau une recrudescence des situations dans les établissements médico-sociaux qui, pour nous, est un indicateur également qui montre une certaine dégradation de la situation dans le département. Alors, l'attention aujourd'hui à l'hôpital n'est pas tant sur les lits de réanimation, puisque aujourd'hui, à la date de vendredi, nous avions 11 personnes hospitalisées en réanimation. Mais aujourd'hui, la situation est un peu plus tendue au niveau de l'hospitalisation et de la médecine en conventionnel, donc qui est aussi un indicateur, puisque lorsque ces capacités augmentent en médecine conventionnelle, il est à craindre que 15 jours à 3 semaines plus tard, les réanimations, les taux d'occupation en réanimation en soient affectés. Donc on a une vigilance sur ces indicateurs-là, même si le Morbihan connaît une situation médiane au sein de la région, puisque les plus impactés sont aujourd'hui le 35 et le 29, qui connaît notamment un pic au-delà du pic de fin d'année. Le département du Morbihan reste sur une situation plutôt médiane. Vous dire également que oui, nous connaissons une circulation du virus du variant, alors principalement et majoritairement anglais. Aujourd'hui, les cas qui nous sont remontés sont principalement en établissement de santé, puisque les établissements de santé avaient la possibilité de séquencer ces tests. Nous travaillons avec les laboratoires et notamment avec le laboratoire départemental pour que dorénavant chaque test positif soit également criblé de façon à permettre de savoir si ce test et ce virus est un virus anglais, brésilien ou sud-africain. Il ne vous a pas échappé que pour mener à mieux la politique TAP, tester, alerter, protéger, de nouvelles orientations et directives sont sorties ce week-end pour isoler plus longtemps les personnes qui seront touchées du variant sud-africain et brésilien. Les personnes qui seront positives au variant anglais ne sont pas concernées par cet isolement à 10 jours et cette évolution de la réglementation. Donc notre ambition est d'agir vite pour isoler vite et pour accompagner vite.
Pour cela, nous allons déployer avec la préfecture ce qu'on appelle des médiateurs lutte anti-Covid, qui sont des équipes qui seront soit à la main de l'ARS, soit portées par la Croix-Rouge dans le département et qui pourront aller, lorsque nous suspecterons des clusters ou une circulation active du virus ou anticiper une situation qui pourrait se dégrader, nous pourrons emmener ces équipes qui sont formées et en cours de formation sur le dépistage, sur le contact tracing de premier niveau et bien évidemment pour relayer les messages de prévention. Merci beaucoup Claire. Maintenant, s'agissant de la vaccination, à la date d'aujourd'hui, nous avons vacciné dans le département du Morbihan 25 867 personnes, pour 31 520 dans le Finistère, 32 317 dans l'Ille-et-Vilaine, 24 810 dans les Côtes-d'Armor. Jusqu'à ce jour, nous étions les derniers, entre guillemets, en termes de volume, et je vous l'avais déjà expliqué, mais je vais le répéter, de façon à rassurer celles et ceux qui se posent des questions. Ce n'est pas le manque d'investissement sur le matériel de la part des personnels soignants, de la part de l'ARS, de la part de la préfecture, de la part du SDIS, pas du tout. C'est que le département du Morbihan n'avait pas été livré du flux A, qui est un volume de vaccins, contrairement aux autres départements bretons, qui, eux, l'ont été de longue date pour certains. Et nous avons reçu jeudi dernier ce fameux flux A, qui nous a permis, dès vendredi, d'organiser des séquences de vaccination beaucoup plus importantes. Et donc, dans les jours qui viennent, eh bien, le retard qui était visible va s'estomper. Et je rappelle que le volume de doses de vaccins est proportionnel à la population de chacun des départements. Comme vous le savez, l'Ille-et-Vilaine est plus peuplé que le 29, qui lui-même est plus peuplé que le 56, qui lui-même est plus peuplé que le 22, mais aussi du volume de personnes âgées en EHPAD. Et nous avons ici, dans le 56, une petite différence, par exemple, avec le département du Finistère, puisque le département du Finistère a beaucoup de personnes âgées, mais en EHPAD, alors que nous avons beaucoup de personnes âgées, mais en résidence ou à domicile. Et donc, ça modifie légèrement les volumes d'affectation, mais tout ça est proportionné et ces proportions, ces volumes sont nationaux. La vitesse de vaccination n'est en aucune mesure, en aucune façon dimensionnée par l'investissement sur le terrain des personnels, car, comme vous le savez, nous avons mis en place 9 plateformes de vaccination. Ces plateformes de vaccination pourraient vacciner encore plus vite dès lors que nous aurions plus de vaccins. Je rappelle que la vitesse de vaccination est simplement la résultante d'un volume qui, à l'international, est affecté par la capacité de l'entreprise à produire, ou les entreprises, à produire le vaccin. Nous avons, entre le 15 et le 22 février, 2940 premières injections ont été ouvertes pour la semaine du 15 et 1917 pour celle du 22. Nous allons ouvrir d'autres plages de vaccination. Je sais, j'entends, les élus s'en plaignent, une partie de la population s'en plaint. Effectivement, les standards sont saturés. Parfois, vous avez un message qui vous dit de rappeler ultérieurement. C'est vrai, mais vous comprendrez que pour nous, il est hors de question de laisser ouverts les 3 standards qui existent dans le département si nous n'avons pas de rendez-vous à donner. Donc il y a un message d'attente qui est mis en œuvre, mais compte tenu du fait que, eh bien évidemment, celles et ceux qui veulent avoir un rendez-vous s'agacent et téléphonent plusieurs dizaines de fois par jour, ils finissent parfois à insulter leurs correspondants, ce qui n'est souhaitable pour personne. Et donc malheureusement, nous sommes obligés de mettre un message vocal indiquant de bien vouloir attendre ou d'appeler ultérieurement. Je le répète, nous avons choisi de ne pas rassembler ces 3 plateformes pour en faire une seule. Nous avons préféré avoir 3 plateformes téléphoniques, ce qui nous permet, en fonction des allocations que nous avons, d'ouvrir sur Lorient, sur Vannes par exemple, des rendez-vous supplémentaires. Mais l'arrivée du flux A nous permettra d'avoir un peu plus de rendez-vous que par le passé, et donc la vaccination devait prendre son élan. La vaccination en EHPAD et en USLD via le flux dit A et B
est achevée pour les premières injections. Elle se poursuivra avec les rappels qui ont lieu 21 jours après la première injection. La vaccination via les équipes dites mobiles, à la fois dans les îles, dans les résidences d'autonomie et prochainement dans les femmes et masses pour les personnes en situation de handicap. Nous avons donc, comme vous le savez, mis en place ces équipes mobiles, armées notamment par des personnels du SDIS, que je remercie vivement, d'où la présence du président du conseil d'administration et du contrôleur général Béraud. Je remercie très vivement le président du département. Ce sont des équipes qui nous permettent justement d'aller au plus près de ces populations qui parfois, eh bien vous imaginez, quand on est dans une île, ont des problèmes de déplacement. Et donc nous avons fait le pari avec l'ARS d'aller nous transporter au plus près de ces patients de façon à pouvoir les vacciner. C'est quelque chose de très mobilisant, puisque la logistique du vaccin est importante, elle est contraignante, comme vous le savez, puisqu'il faut le décongeler 3 heures avant, le transporter, pouvoir injecter les doses dans un laps de temps assez restreint. Donc il y a une énorme logistique à mettre en place, mais ces équipes mobiles sont aussi pour nous un amortisseur, et vous avez remarqué que dans le département, nous n'avons jamais eu à revenir sur des rendez-vous qui avaient été fixés, justement parce que nous nous réservons la possibilité, à travers ces équipes mobiles très efficaces, de pouvoir amortir les effets de bord dus au volume de vaccination que nous ne connaissons pas avec beaucoup de délai. Voilà, la vaccination va s'intensifier vers l'évolution des vaccins disponibles, mais là je vais laisser notre directrice départementale de l'ARS, Claire Muslek, vous parler de Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Claire. Peut-être juste en complément sur Pfizer, dire que toutes les personnes âgées hébergées en EHPAD et en USLD auront reçu leur seconde dose pour la fin du mois de février. Puisque les secondes injections ont commencé dès la semaine dernière. Donc je pense que c'est un point à noter. Et que pour toutes les personnes hébergées en résidence autonomie, petite unité de vie, mais également les congrégations religieuses et les domiciles partagés qui sont portés par le département du Morbihan, auront reçu une première injection d'ici la fin du mois de février également. Donc toutes les structures à destination et qui hébergent des personnes âgées auront été vaccinés, ainsi que les foyers d'accueil médicalisés et les maisons d'accueil spécialisées qui hébergent des personnes en situation de handicap. De la même façon, auront reçu leur première injection d'ici la fin du mois de février dans le cadre de l'allocation des vaccins Pfizer. Concernant le vaccin Moderna, donc le vaccin Moderna arrive cette semaine dans le Morbihan. Nous allons principalement le dédier aux patients dialysés et aux patients hautement fragiles qui font des séjours en hospitalisation. Donc, dès cette semaine, les centres de dialyse auront leur dotation, puisqu'elles le récupéreront en courant de semaine auprès du CHBA. Et un travail est en cours entre l'Agence régionale de santé et les présidents des commissions médicales d'établissement, donc les médecins de ces établissements, pour définir les patients hautement prioritaires et hospitalisés qui recevront ces doses de Moderna. Donc la vaccination va pouvoir commencer également cette semaine pour ces patients-là. Pour le mois de février, nous sommes à une dotation de 1200 doses et qui devrait augmenter à compter du mois de mars. Le Moderna, pour vous dire, est conservé donc à -20 au lieu des -80 degrés pour le Pfizer, est plus facile dans son conditionnement parce que ne nécessite pas de dilution, contrairement au Pfizer, et se conserve 30 jours une fois qu'il a été décongelé, contrairement à 5 jours contre le Pfizer, donc est plus facile d'utilisation. Concernant l'AstraZeneca, donc vous avez vu, il est arrivé dans les départements. Les vaccinations sont identifiées pour les professionnels de santé. Il faut spécifier que cette allocation qui est attribuée aux établissements est un one-shot, si je puis dire, puisque l'AstraZeneca a vocation à se déployer dans les officines à compter de fin février, courant mars. Donc la dotation dont nous bénéficions cette semaine ne sera pas reconduite par la suite. Donc il a été décidé de la réserver aux professionnels de santé en établissement,
pour les professionnels de santé de ville, les professionnels médico-sociaux, donc j'entends les personnels des SIAD et des services d'aide à domicile, mais également les pompiers. Donc, nous recevions cette allocation en 2 temps. Un premier temps est arrivé ce week-end pour les professionnels en établissement. Donc, chaque établissement sanitaire du département a reçu sa notification et est invité à venir chercher les vaccins au CHBA. Et d'ici mercredi, nous verrons donc avec les pompiers, certaines associations qui portent des services d'aide à domicile et les centres de vaccination pour voir comment on vaccine ces professionnels de santé sur cette dotation limitée d'AstraZeneca et qui aura ensuite vocation à être distribuée par les officines. Merci beaucoup Claire. Alors justement, puisqu'on parlait de pompiers, je vais céder la parole au président du CASDIS, Gilles Dufeigneux. Merci Monsieur le Préfet. Oui, simplement préciser peut-être l'intervention du SDIS et je remercie la présence du contrôleur général Béraud à mes côtés pour l'intervention des unités mobiles. Vous avez souhaité, Monsieur le Préfet, aussi solliciter le SDIS pour aller à la rencontre des populations qui pourraient être ou isolées ou parfois même en difficulté. Et donc les unités mobiles se sont à ce stade déplacées sur 4 des 6 îles principalement peuplées du Morbihan, c'est-à-dire en fait identifier les 5 îles qui n'avaient pas de centre hospitalier, donc en dehors de Belle-Île, les 2 îles du Golfe plus Ouattédic et Groix. Et donc 4 des 5 ont déjà été traités depuis le 26 janvier, c'est-à-dire concrètement des équipes pluridisciplinaires, Madame Vizélec, se sont déplacées. C'est, je pense, un bon exemple de collaboration entre, bien sûr, l'ARS, personnel de santé locaux sur les îles, le SDIS, mais également le CHBA pour tout ce qui est approvisionnement et logistique de pharmacie. Et puis, au sein du SDIS, plusieurs services ont été mobilisés. Je pense en premier lieu donc au service de santé, le 3SM, qui regroupe là aussi des professionnels médecins et infirmiers, et puis les services de la compagnie de vannes et de la logistique, parce que comme vous le signaliez, Monsieur le Préfet, c'est aussi une opération, on se transporte, alors par des voies maritimes ou pour EDIC grâce également au soutien de Dragon 56, pour aller au devant des populations et leur apporter le vaccin. Donc sur place, on bénéficie d'une logistique municipale. Si les maires qui ont fait savoir leur très grande satisfaction d'ailleurs au déploiement de cette initiative préfectorale, mettent à disposition des moyens, des locaux en tant que de besoin. Et sur place, donc on organise toute la chaîne de vaccination, sachant que les personnes éligibles se sont inscrites et se présentent à un rendez-vous sur des plages données. Donc au total, sur les 4 opérations mentionnées, donc ce sont des chiffres relatifs par rapport à la masse morbihanaise, mais très importantes parce qu'encore une fois, je rappelle qu'on est isolé. Il y a eu près de 320 personnes qui ont été vaccinées pour leur première injection sur les îles. Et on terminera avec vous, Monsieur le Préfet, la tournée des 5 îles identifiées à Groix, donc vendredi, ou sur 2 jours, vendredi et samedi, jeudi et vendredi, sont prévues encore plus de 300 vaccinations pour compléter là aussi le dispositif de la première vaccination, sachant que rendez-vous est d'ores et déjà pris dans 21 jours après la première injection pour refaire là aussi remettre en place cette organisation et assurer les deuxièmes vaccinations, enfin en tout cas les deuxièmes injections pour protéger durablement les populations. Voilà, en tout cas, je crois que c'est une initiative originale, justifiée sans doute par notre géographie, mais qui met en valeur là aussi le savoir-faire et surtout la solidarité départementale en direction des îles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme le disait le Président, les élus, aussi la population nous ont témoigné de leur satisfaction et de leurs remerciements, que j'adresse évidemment aux équipes de l'ARS, aux équipes du CHBA, comme le disait le Président du CASDIS, qui déploie une énergie monstre pour la gestion logistique avec ses pharmaciens, mais aussi évidemment les équipes du SDIS, à la tête de laquelle se trouve le 3SM et le médecin colonel Cessiec, entre autres, son adjoint, infirmiers, évidemment logisticiens, pharmaciens, etc., qui ont permis de nous projeter au plus près de ces populations. Parce que même si 300, 320, ça paraît peu,
multiplié par 2, ça fait 600, 640, puisqu'il y a la deuxième injection, plus Groix, etc. C'est presque 1 millier de transports que nous aurons évités, en fait. Il faut bien voir ça, c'est 1 millier de transports de gens, de personnes qui, pour la plupart, n'ont plus la possibilité de beaucoup voyager, parce qu'ils sont âgés, bien évidemment, parfois un peu handicapés, et donc c'était pour nous essentiel que nous puissions y aller à la demande notamment de la directrice départementale de l'ARS, et je la remercie très vivement, et je remercie très vivement effectivement le SDIS et l'ensemble des personnels soignants de l'ARS et du CHBA pour cette coopération proactive. Alors évidemment, des questions se posent. Sur les rendez-vous, j'y suis venu, où les gens disent « Oh là là, mais pourquoi on ne nous répond pas ?» Je vous l'ai dit, 3 plateformes téléphoniques, CHBA, GHBS et CHCB, avec parfois et malheureusement un message qui dit qu'il n'y a plus de rendez-vous possible. Alors ces messages devraient disparaître peu à peu, puisque le nombre de vaccins va croître, bien évidemment, mais ce sont des dizaines de milliers d'appels, et souvent d'ailleurs de mêmes personnes, bien évidemment, puisque quand on fait le compte sur, mettons, 20 000 appels, c'est peut-être que 4 000 demande de rendez-vous, et donc on voit bien que les gens insistent, mais c'est aussi le témoignage de la volonté ou du volontarisme de la population pour se faire vacciner. On va essayer d'améliorer un peu les choses, notamment pour les personnes qui sont le plus éloignées de la prise de rendez-vous en ligne, pour permettre aux élus, que je remercie très vivement dans la montée en puissance des 9 plateformes. Alors, il y a évidemment celles des hôpitaux, mais celles aussi de villes, entre guillemets, Grandchamp, Lorient, etc., que nous avons armées avec ces collectivités et qui portent maintenant un nombre très conséquent de vaccinations. Ensuite, l'ouverture aux populations extérieures au département. Il est évident que, pour des raisons techniques et de solidarité nationale, nous ne pouvons pas interdire, et nous n'interdirons pas, à quelques-uns de nos voisins, dans le pays Cobb, du côté de Redon, etc., de venir se faire vacciner dans le 56. Nous ne pouvons pas le faire et nous ne le ferons pas. En même temps, il faut aussi raison garder, parce que si, ça et là, on a quelques témoignages de Morbihanaises et Morbihanais qui se plaignent de voir arriver quelqu'un du 29, du 22, du 35 ou du 44, imaginez bien que ces personnes sont en nombre extrêmement restreint, dans la mesure où, tout comme les touristes qui vont arriver pendant ce mois de vacances, si ça concerne, et on ajoute les différentes zones, eh bien, entre le moment où ils auront la première injection et le moment où ils auront la seconde, ça les obligerait de revenir. Donc évidemment, déjà, c'est un facteur limitant. En même temps, je vais m'adresser à celles et ceux qui pourraient venir de l'extérieur. Malheureusement, la directrice départementale de l'ARS a reçu, par exemple, un courrier d'une dame venant du 44. Et cette dame, assez peu courtoisement, se plaignait de ne pas avoir été bien accueillie, qu'on n'ait pas répondu assez vite. Mais surtout, eh bien, qu'elle arrive à se faire sa deuxième injection dans son département. Ce serait dommage qu'elle vienne à nouveau se frotter, effectivement, à peut-être un excès de fatigue des équipes largement mobilisées sur le terrain. Sur la circulation et détection des variants, nous avons donc une circulation active du virus. Nous savons aujourd'hui que le variant anglais est présent dans notre département, notamment à la suite des différentes analyses réalisées par l'établissement de santé. Le système de dépistage s'adapte pour que les laboratoires puissent dorénavant analyser les résultats positifs afin de déterminer s'il s'agit d'un variant ou pas. Comme vous le savez également, nous avons organisé des tests un peu massifs dans des écoles, dans des collèges, et bientôt nous aurons un test salivaire qui devrait faciliter la mise en place de ces tests, de façon à ce que justement ce soit moins invasif pour les enfants et que ça se fasse plus volontairement et plus massivement. Mais je vais laisser Claire nous parler notamment de ce sujet. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, la volonté est de pouvoir identifier, en plus de la positivité aujourd'hui des personnes, l'origine du virus. Est-ce que c'est le Covid classique ou est-ce qu'il s'agit d'un variant ? Alors, pour le variant anglais, les directives et les préconisations restent les mêmes, isolement à 7 jours, puis retour à la vie normale si pas de symptômes au bout des 7 jours. Par contre, pour le variant sud-africain et le variant brésilien, les directives changent et vous l'avez très certainement lu. Dorénavant, les personnes détectées à ces virus seront isolées non plus 7 mais 10 jours et devront de nouveau se faire dépister au bout des 10 jours, 7 jours de plus.
Il en va de même pour l'isolement et les fermetures de classe. Je prends le relais de mon collègue d'Azen qui n'est pas là aujourd'hui, mais lorsque des enfants seront identifiés positifs aux variants, dès le premier enfant, il y aura une fermeture de classe. Ainsi, de la même façon, si cet enfant est contact à risque de son parent positif au variant ou de sa fratrie positive au variant, la classe sera également fermée s'il est contact à risque. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous travaillons avec les laboratoires en attendant un test qui permette d'identifier facilement s'il s'agit d'un variant ou pas. Nous travaillons avec les laboratoires et le laboratoire départemental au criblage de ces tests. Donc, criblage veut dire pouvoir identifier s'il s'agit d'un variant ou pas. Auparavant, nous étions tenus d'envoyer les dépistages quand nous avions un doute auprès des CHU pour qu'ils fassent un séquençage. Alors c'est très technique, hein, mais avec le nombre de demandes, il a été décidé de changer de procédure et qu'en plus du séquençage qui est fait par les CHU, il y a dorénavant des criblages qui sont faits dans chacun des départements, donc ici portés par le laboratoire départemental, et qui va permettre d'identifier le nombre de personnes positives au virus qui le sont par des variants. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui dans le département, nous savons que nous avons du variant qui circule, principalement du fait des séquençages qui ont été réalisés par les établissements de santé. On va pouvoir détecter maintenant, à partir de cette semaine, avec les laboratoires, dans le cadre de la circulation de chacun des citoyens, si il y a du variant, et ça nous permettra de mieux adapter notre politique de dépistage et d'isolement sur le département. Merci beaucoup, Claire. Bien, avant de conclure, je vais laisser la parole à mon directeur de cabinet qui va vous rappeler les mesures simples de prévention, notamment le respect de l'arrêté préfectoral. Mais il en va du non-confinement, qui confinement est aujourd'hui encore possible malheureusement, et donc il faut impérativement que les uns et les autres continuions à fournir les efforts nécessaires, que plus que jamais nous soyons vigilants, parce que la vigilance d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu la liberté de demain, et donc c'est pour nous extrêmement important de vous rappeler les consignes de port du masque. Arnaud. Oui, en quelques mots, donc juste pour vous repréciser que cet arrêté a été pris effectivement et entre en vigueur depuis ce week-end sur l'obligation de port du masque dans toutes les zones agglomérées donc du département. Jusqu'à présent, on était dans une logique des zones agglomérées des communes de plus de 5000 habitants et puis par EPCI en fonction des taux d'incidence. Au vu de la circulation accélérée du virus et de l'enjeu particulier que représentent les vacances et la circulation de population que ces vacances entraînent, la décision a été prise pour les semaines à venir, en particulier pour cette période de vacances, d'étendre cette obligation de port du masque sur l'ensemble des zones agglomérées. Voilà, donc c'est la mesure nouvelle qui s'impose en la matière. Merci beaucoup. Avez-vous des questions à nous poser ? Loïc Berthier du Télégramme. Vous avez parlé du flux A. Ça représente combien de doses? Vous l'avez peut-être dit, je ne l'ai pas noté. Alors, le flux A est géré directement par un lien entre l'établissement et les officines. D'accord ? Donc, on n'a pas, contrairement au flux B, l'ensemble, au niveau de la délégation, l'ensemble des doses à gérer et à suivre, à planifier. Pour autant, concernant le potentiel de personnes à vacciner sur les EHPAD dits du flux A, on était à environ 6200 résidents, auxquels il faut enlever ceux qui ont été Covid dans les moins de 3 mois, qui ne peuvent pas prétendre à la vaccination. Il faut enlever les personnes qui ont des pathologies qui ne permettent pas d'être vaccinées et celles qui ne sont pas consentantes. Donc à ce stade, on est parti sur une projection de 80% de personnes consentantes dans les établissements et nous aurons le chiffre stabilisé d'ici ce soir, je pense, puisque comme les vaccinations se sont réalisées jeudi, vendredi et samedi, à ce stade, je n'ai pas encore complètement le chiffre effectif des personnes qui ont été vaccinées par ce flux-là. Mais grosso modo, on va dire qu'on est sur un peu plus de 4000 résidents. Vous avez parlé de clusters qui touchent principalement les établissements de santé. Est-ce qu'on peut avoir
Un ordre de grandeur, combien? Alors le chiffre aujourd'hui que je pourrais vous donner, il serait caduc dans quelques heures, puisque on voit bien que chaque jour les chiffres évoluent. On avait 2 clusters, l'un sur l'EHPAD rattaché au centre hospitalier de Pontivy, et on en a un sur le centre hospitalier de Lorient, dont on a eu la confirmation qu'il s'agissait là de variants. Et qu'en est-il de l'EHPAD de Cliscouet? Alors la situation se stabilise, vous avez suivi, pendant 3 semaines, on a eu une situation très tendue dans cet établissement, puisque plus des 3/4 des résidents ont attrapé le Covid. Il y a eu un nombre conséquent également de décès. Aujourd'hui, la situation était relativement stabilisée fin de semaine dernière, elle était moins inquiétante que les précédentes semaines. La vaccination a pu être réalisée pour les résidents non Covid, puisque au regard des tests qui ont été réalisés, les négatifs ont pu bénéficier de la vaccination. Et on va dire que la situation tend à s'améliorer. Combien de décès, du coup, pour Cliscouet? Et de manière générale, pour le Morbihan, parce que c'est un chiffre qui ne nous a pas été donné. Là, alors, le chiffre depuis le début de la crise à l'hôpital est de 236 décès, si mes souvenirs sont bons, à vendredi dernier. Chiffre auquel il faut rajouter les décès dans les structures médico-sociales. Alors pas qu'en EHPAD, quand je parle structures médico-sociales, je les vois au sens large, résidence autonomie, congrégation religieuse. On était à une petite 50aine de décès depuis le début de la crise. Donc pour répondre à votre question sur Cliscouet, de tête, on était à 6 décès, mais je ne le confirmerai pas, puisque je n'ai plus tous les chiffres en tête. Mais en effet, vous dire que c'est une des situations les plus lourdes que l'on a rencontrées dans le département. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait un nombre de plus en plus important de structures médico-sociales qui, de nouveau, rencontraient des cas Covid. C'est moins important que ce qu'on a connu fin d'année dernière. Mais lorsque on a des situations qui touchent les résidents, les situations ont tendance à se développer beaucoup plus vite. Et par contre, on a eu la confirmation pour les plates de Cliscouet qu'il ne s'agissait pas du variant. D'autres questions? Est-ce que c'est la circulation du variant anglais qui explique la dégradation de la situation sur Ploërmel Communauté et l'OBC par Pontivy? Alors, à ce stade, nous n'avons pas identifié de variants dans les structures sanitaires, puisque les séquençages ont été faits dès qu'il y a eu des clusters, notamment sur l'hôpital. Et nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt les données du criblage qui vont dorénavant être faits par le laboratoire départemental et les autres laboratoires pour savoir si, lorsque une personne va se faire dépister, si elle est variant ou pas. Donc ces données-là, nous devrions les avoir avec plus de fiabilité à partir de cette semaine. Donc là, à ce stade, je ne peux pas vous répondre. D'autres questions? Oui. Oui. Est-ce qu'on a identifié des cas dans le Morbihan de personnes qui auraient eu le variant brésilien ou sud-africain? À ce stade, on n'a pas détecté d'autres variants que le variant anglais dans le département du Morbihan et en Bretagne, ni en Bretagne. Il n'y a encore que quelques départements français dans lesquels se situent ces variants-là et qui seraient plutôt dans le sud de la France. Dernière. Et pour en finir, est-ce qu'on a un ordre de grandeur de l'évolution de la propagation du variant anglais? Je ne sais pas si c'est localisé par département ou... Comme je vous dis, à ce stade, il est fait. Vous avez vu les enquêtes de Santé publique France et les dernières publications qui ont été faites la semaine dernière qui montaient pour la Bretagne, une région la plus impactée par le variant anglais. Il faut voir que ces études sont faites à un instant T, ce qu'on appelle des enquêtes flash. Donc, vous la refaites le lendemain, potentiellement, les données ne seront pas tout à fait les mêmes. Tout ce que nous montrent ces enquêtes et également les déclarations et les analyses qui sont faites dans les établissements hospitaliers, c'est qu'en effet, le variant est présent et qu'il circule activement en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, et beaucoup moins dans les 2 autres départements. D'autres questions? Non? Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier très vivement et vous souhaiter une excellente fin de journée et une excellente semaine. Merci beaucoup.